On parlait de l'affaire Bunagana. Un an depuis que cette cité frontalière à l'Ouganda est sous contrôle des éléments du M23 soutenus par le Rwanda. On en parlait. Alors, Diomaye a assez parlé. Je mérite que vous ayez fait une conclusion par rapport à la question. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que le gouvernement congolais est incapable, excusez-moi le terme, de pouvoir chasser le rebelle de la cité de Bunagana? Le gouvernement congolais n'est pas incapable, je suis en train de le répéter. Oui, faites une conclusion rapidement. Le gouvernement congolais est en pleine procédure de pacification. Et vous allez comprendre que, du point de vue, moi j'ai dit comme du point de vue international, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu les sommets de Luanda, il y a eu les sommets de Bujumbura. Il y a plusieurs dynamiques qui se sont entreprises pour pacifier l'est du pays. Donc je pense que nous ne sommes pas dans cette incapacité. Certes que aujourd'hui nous avons mal parce qu'une territorialité, une portion des terres congolaises est occupée par des intrus, mais nous sommes dans cette dynamique pour la pacification de l'Est. Prenez, à chaque fois que nous analysons la question de l'Est, il ne faudrait pas seulement être limité par ces rebelles, mais il faudrait aussi voir les contours de cette question qui relève de l'international. Merci, Diomaye. Merlin, je reviens vers vous. C'est vrai qu'à l'introduction, vous voulez directement attaquer le CESAC, mais vous avez désormais la parole. Aujourd'hui, Adolphe Muzito de Nouvelle-Élan a proposé, par exemple, de construire un mur entre le Rwanda et la RDC. C'est pour lui une manière d'éviter à ce que le Rwanda revienne à tout moment sur le sol congolais. Muzito propose aussi une guerre avec le Rwanda. Alors vous, dans votre parti, vous êtes au sein de l'opposition congolaise. Qu'est-ce que vous proposez? Quel est le plan de sortie que votre parti propose pour essayer de mettre fin définitivement alors à cette question du M23, pour qu'on n'en parle plus du M23? Qu'est-ce que vous proposez? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de placer un mot sur l'affaire Salomon Kadela. C'est scandaleux que dans un État... Là, vous faites un raccordement? Non, non, ce n'est pas un raccordement frauduleux. C'est une question de société. On parle un débat général. Ça aussi, c'est de l'insécurité créée par les régimes. Comment pouvez-vous comprendre un citoyen comme Salomon Kadela, qui est en train de préparer son électorat, soit arrêté, enlevé d'ailleurs, enlevé parce que l'arrestation, la procédure est connue, enlevé sous le tarmac de l'aéroport international d'Enjili. Et après, connaissez-vous Michel Moukaria, un membre du parti de Moïse Nonzangi, qui témoigne aujourd'hui? Il veut venir même témoigner qu'il a reçu des appels, il a des audios à sa possession. Il demande à la MONUSCO de les sécuriser, il veut témoigner. Parce qu'il a été contacté par l'AG adjoint de l'ANR et le Conseil national de sécurité, qui est un service rattaché à la présidence, leur demanda de témoigner, de monter un coup contre Salomon Kadela. Et après, ils auront $1 million. Lui, il a refusé. Aujourd'hui, il est à l'extérieur du pays. Et par correspondance, par des vidéos, il est en train de réclamer qu'on le ramène ici au Congo, qu'il puisse témoigner et qu'on assure sa sécurité. Si la justice est indépendante, si cette affaire ne concerne pas la politique, moi j'aimerais voir l'auditeur général exprimer la volonté de nous ramener Michel Moukaria, l'ami de Joël Malembe, tous deux habitants de Goma. Et en même temps, il faut ramener Moïse Nonzangi parce qu'ils sont membres du parti Moïse Nonzangi. C'est scandaleux que le gouvernement, au lieu de se soucier de la sécurité de la République, le gouvernement tout entier se soucie des enlèvements, des arrestations, du musellement de l'opposition et de la presse congolaise. C'est trop grave. Mais permettez-moi de répondre directement. Je ne réponds pas sur Muzito parce que Muzito était Premier ministre ici. Il s'était résolu d'aller en négociation, souvenez-vous de l'accord du 23 mars 2009. Non, l'accord du 23 mars 2009. Mais justement, attendez s'il vous plaît. Moi j'ai évoqué le cas de Adolphe Muzito, puisque lui aussi a proposé son plan de sortie. Je suis en train de répondre par rapport. Je suis en train de répondre. Laisse-moi avancer petit à petit. Muzito ne peut pas être Premier ministre, gagner beaucoup d'argent, avoir la signature et garder des problèmes comme des lettres de motivation et des CV pour venir brandir après. Il était là. Il avait l'armée, il avait la signature, il avait l'argent, les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'avance vite. Mais mon frère Diomaye dit que l'opposition va parler autrement que le pouvoir. Oui, parce que si je te pose la question, du janvier 2023 jusqu'aujourd'hui, combien de conseils de ministres où la question Bunagana a été évoquée? De conseils de ministres, vous êtes membre de l'Union sacrée.
Lorsque le gouvernement ne s'occupe pas de Bunagana, comment est-ce que pensez-vous que le gouvernement, les autres, donc vous êtes payés, Tshisekedi à 2 70 000 $, il y a des gens qui sont payés 1 million, 50 000, 100 000 $ ici, vous pensez que les autres vont faire ce travail à votre place. L'ami à face ici, c'est Forien, il dit, négociation, vous négociez avec qui? Parce que Tshisekedi avait dit, il n'y aura pas de négociation, pas de brassage, vous négociez avec qui? Au niveau international, on fait des plaidoyers. Pour avoir l'opinion internationale, on ne négocie pas. Vous dites encore que Kagame est contre le procès électoral. Permettez-moi de donner les chiffres sur la question électorale. Parce que là, je comprends que vous n'avez pas de chiffres. Du 23 décembre au 24 janvier, la date retenue au calendrier électoral, Kadima a enrôlé dans la ville de Kinshasa 4 378 électeurs. Ces fiascos étaient préparés par Paul Kagame. Pourquoi est-ce que vous n'êtes responsable de rien? Vous ne voulez pas vous assumer. Permettez-moi, je ne le dis pas à vous, j'ai beaucoup de respect. C'est un régime des irresponsables en fait. Vous ne voulez pas vous assumer. Si vous prenez 4 378, vous divisez par 30 jours d'enrôlement, ça fait 133 électeurs enrôlés par jour sur 2015 bureaux. Est-ce qu'on est sérieux? Et là, au lieu de dire à Kadima qu'il a mal fait les choses, toi tu viens charger Paul Kagame ici. En fait, le président de la République ici s'appelle Paul Kagame. C'est ça ce que vous voulez dire. Je reviens encore, toujours chez Séphorien. Il parle du régime de notification. Où est l'avion qui transportait les armes et les armes étaient retenues dans l'embouteillage au ciel ici? Il y avait un avion qui s'est arrêté dans des embouteillages avec les armes du Congo. Où s'est trouvé cet avion? Tu dis état de siège. Il faut avoir honte de parler de l'état de siège. Tu sais qu'il a régné l'état de siège devant la notabilité du Grand Oriental. Il a dit l'état de siège, ce n'était pas ma volonté, c'est le peuple de l'Ituri qui me l'avait demandé. Est-ce que on peut encore aujourd'hui parler d'état de siège? L'état de siège a été proclamé au mois d'avril 2021. Au lieu d'avoir honte, vous le dites ici que l'état de siège n'était pas proclamé pour le M23. Mais le M23 a ressurgi et a pris nos territoires. Par exemple, Bunagana, la nuit du 12 au 13 juin. Alors, l'état de siège avait pour objectif de sécuriser les territoires et nous. Pourquoi est-ce que l'état de siège n'a pas réussi à sécuriser les territoires congolais et nous, le peuple, pendant que l'état de siège là, pendant l'état de siège était proclamé, Bunagana est parti. Une année, 2 mois plus tard, après la proclamation. On n'est pas sérieux. Mais pourquoi est-ce que l'état de siège n'a pas réussi? Voilà le coup que vous avez donné à la République. L'article 85 de la Constitution veut que lorsqu'on proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, il faut qu'il y ait une loi portant modalité pratique d'application de l'état de siège. Où est cette loi? Vous êtes de l'Union sacrée. La loi portant modalité pratique, où on explique comment est-ce que les finances publiques doivent être gérées pendant l'état de siège, comment est-ce que l'armée va être gérée, comment est-ce que telle chose va être gérée, parce que l'état de siège c'est un état d'exception. Où est cette loi? Je peux vous laisser rencontrer Tshisekedi, vous ne ramènerez pas cette loi ici. Violation constitutionnelle, même dans des histoires de... On vous a dit, nous avons dit notre parti. On ne réussit pas à résoudre une crise en sous-traitant la sécurité d'un État. Vous avez sous-traité... D'ailleurs, ça je vous donne comme information. Le vendredi passé, pendant le conseil des ministres, le ministre Lutundula a informé tous les membres du gouvernement et le président de la République que les troupes de la SADC ne viendront plus. Je vous laisse à moi d'aller consulter vos membres de l'Union sacrée. Revenez ici, amenez-moi un argument contraire. Et concluez, donc en fait ici, nous sommes en face des gens qui n'ont pas une vision, qui souffrent de manque de leadership clair et visionnaire pour gérer les pays. J'avais posé un jour une question à mon frère Joe Mayele, quand on parlait de la question sécurité. Il dit le RC est venu résoudre les problèmes. Je lui ai posé la question. Il dit que le Rwandais, l'armée rwandaise ne va pas participer dans le cadre de la force régionale. Je lui avais posé la question. Comment est-ce qu'ils vont faire pour établir la différence entre les Tutsis kenyans et les Tutsis rwandais? Comment est-ce qu'ils vont faire pour nous certifier, nous, Congolais, que l'armée rwandaise ne va pas intervenir? Mais de l'autre côté, on vous a demandé d'acheter des drones de sécurité. Vous êtes allé acheter des drones de filmage. Qui est allé acheter ces drones de filmage? Sam Lukonde. Depuis que Sam Lukonde est expert en sécurité. 110 millions de $. Ça, c'est le rapport. Hein? Commission sécurité et défense Assemblée nationale. Deuxième rapport, sécurité et défense Assemblée nationale. La commission, la fameuse commission.
j'ai même pitié de ces gens-là. 120 millions de dollars décaissés pour 2 provinces en état de siège, seuls 20% s'est retrouvé dans 2 provinces. Le reste, les 80%, étaient distribués à Kinshasa. Vous frappez même la sécurité. Merci Merlin. Parce que vous êtes membre de la frappocratie, où la frappe est le maître mot, vous frappez même l'argent pour sécuriser les Congolais. Alors, Bunagana est parti. Bunagana, c'est un poste frontalier très important pour le Congo. Bunagana, à lui seul, c'est entre 700 et 1 million de dollars le mois. Donc, lorsque les activités sont normales, il y a 1 million de dollars. Mais quand vous faites les calculs, nous avons donné aux rebelles le temps de se réorganiser et d'acheter les armes parce qu'ils se sont de refaire leur santé financière en prenant Lutunou l'a dit. Il nous pose la question, voilà encore les responsabilités. Lutunou la pose la question à nous, lui qui est ministre. C'est à lui de nous donner la réponse. C'est à lui de nous donner la réponse. Donc en fait ici, nous allons conclure ceci. Bunagana est cédé volontairement par Tshisekedi. La preuve est que je les mets à défi et leur gouvernement de nous produire un document, un compte rendu du Conseil des ministres de janvier jusqu'à aujourd'hui, où le gouvernement a débattu sur la question Bunagana. Si vous ramenez ces rapports, ces comptes rendus, moi je fréquenterai plus les médias. Là c'est vous qui le dites. Alors, beaucoup n'engage que vous-même. C'est pour rien. Vous avez écouté votre co-débatteur. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'Union sacrée souffre d'un manque de leadership, un manque de vision sur le plan sécuritaire. Bon, je dirais non. Avant de répondre à votre question concernant le leadership sur les questions sécuritaires, j'aimerais que mon frère, que j'aime bien, Merlin, puisse savoir que la question sécuritaire n'est pas comparable avec la question alimentaire. Il y a la différence entre la question alimentaire et la question sécuritaire. Lorsqu'on parle d'une question sécuritaire, on ne peut pas aller dans un conseil des ministres commencer à parler des questions sécuritaires. Il y a toute une commission chargée de sécurité. Le président de la République convoque une commission de sécurité avec les membres capables d'apporter des stratégies pour sécuriser les territoires. Même au niveau provincial, il y a cette commission-là. Donc c'est pour dire que parler du problème de Bunagana au niveau du Conseil des ministres, ou n'est pas parler, je ne sais pas, vous avez ramassé cette information-là où tout ce qu'on est en train de faire actuellement à Bunagana, les descentes, les gouvernements est en train de chercher par tous les moyens pour reconquérir nos territoires qui se trouvent dans les mains du M23. Je ne sais pas, ça s'est fait dans les salons de Tshisekedi ou ça s'est fait chez lui là-bas, chez Maman Martha Limeti. Parce que tout ce que le gouvernement est en train de monter pour boucler cette situation, je ne sais pas, ça se passe où. Là, la question, vous ne vous posez pas cette question-là pour savoir comment le gouvernement est en train de travailler par rapport à ça. Vous avez évoqué aussi la commission de sécurité de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez pas posé la question aussi que je n'ai jamais entendu une séance qui parle sur ça? Tous les chiffres que vous êtes en train d'avancer maintenant là, que non, on a détourné autant. C'est une commission. C'est pour vous dire aussi qu'au niveau du gouvernement, il y a aussi une commission qui travaille sur la question sécuritaire. Alors, concernant ce que vous avez évoqué par rapport non du leadership. Est-ce qu'il y a un manque de leadership au sein il n'y a pas manque de l'État. Il n'y a pas manque de leadership. Je vais vous dire aujourd'hui que regardez toutes les institutions provinciales qui se trouvent dans cette partie de notre pays attaquée par les rebelles. Vous pouvez me citer les institutions, je parle des institutions de haute facture au niveau provincial qui ne fonctionnent pas. Généralement, toutes les institutions de haute facture au niveau provincial sont en train de fonctionner. Alors, à quoi bon d'évoquer de non-leadership si toutes les institutions sont en train de fonctionner? Si j'essaie un peu de comparer les cas de M23 actuellement sous les régimes Tshisekedi et du M23 du temps passé. Le M23 temps passé avait déjà conquis les Goma. Aujourd'hui, le M23 est en train de peiner pour conquérir Goma. Et là, vous ne voyez pas que c'est le leadership du président de la République qui est en train de... Toutes ces localités-là qui sont encore entre les mains de M23. Allez-y, faites votre conclusion. Oui, toutes les localités
je ne dis pas qu'il y a certains territoires qui sont entre les mains. On a même appris que le 1-23 serait en train de récupérer les localités laissées à l'EAC. C'est ce qu'on a appris. Bon, ça c'est ce que les gens sont en train de raconter. Et je sais que sur terrain aussi, il y a du contrepoids. Il y a du contrepoids. S'il vous plaît. Je suis en train aussi de voir que M. Merlin n'a pas aussi de maîtrise sur ce qui se passe sur terrain. Donc, il est toujours... Informez-nous. Je suis en train de parler. Les vrais ou des faux, je vous ai laissé parler. Je ne dis pas que vous dites faux. Oui. Mais je dis informez-nous parce que nous nous sommes informés de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, la question qui vous intéresse, c'est Salomon. C'est Salomon, l'opposition. La question sécuritaire actuellement ne vous intéresse pas. Mais nous pouvons aller... Attendez, s'il vous plaît. Nous pouvons aller même sous d'autres dimensions. Regardez, aujourd'hui, l'Ukraine est agressée. Est-ce que... l'Ukraine... Non, je compare. On parle de la question du M23. Oui, je suis en train... Pas le cas de Salomon. Non, ça c'est quelque chose à ouvert seulement, je ferme. Je suis en train d'évoquer aussi les cas de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est agressée par un pays. Et nous voyons que tous les Ukrainiens sont autour de M. Zelensky pour l'appuyer d'aller jusqu'au bout de la politique sécuritaire. Lui dit que non, nous n'avons pas une politique sécuritaire. Je ne sais pas. La politique, c'est que maintenant, les militaires qui sont au front, les militaires qu'on est en train de former, les armements qu'on est en train de faire des commandes, je ne sais pas, ça... Vous avez commandé où? Nous avons commandé où? Ah, vous n'avez pas vu Jean-Pierre Mbemba allez prendre des photos. Non, ce n'est pas prendre des photos. C'est ça que toi tu qualifies des photos. Quelqu'un a fait une descente pour se rassurer. Et pas vous critiquez. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut prendre des experts? Il y a des experts. Aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir et que vous êtes nommé, vous êtes expert pour tester les armes. Vous critiquez que Sama. Dis-moi, s'il vous plaît. Vous avez dit que Sama est allé. Où est-ce que Sama est allé chercher les armes? On est en train d'envoyer chaque ministre dans son domaine d'aller faire des recherches pour trouver des solutions dans son domaine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui s'élever pour dire que non, il n'y a pas une politique sécuritaire. Merci. Alors, Joe Mayele, vous avez suivi Merlin Ngouvou, vous avez certainement noté quelques lignes par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que aujourd'hui là, le gouvernement Sama Lukonde allez-y. Pourra-t-il relever le défi avant la fin 2023? Moi, je demeure toujours optimiste. Vous savez, un républicain, c'est cette personne-là qui est, moi je vais dire, qui est amoureux de sa république. Un républicain, c'est quelqu'un qui soutient corps et âme les institutions qui sont en place. Et c'est celui qui veut chaque jour voir son pays s'épanouir. Alors moi, je suis dans cette posture républicaine, je suis dans cette posture nationaliste pour donner de la force à toutes les démarches qui sont gouvernementales. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes, comme je l'ai dit dans mon allocution tantôt, nous sommes face à une question qui est tellement sensible, cette question sécuritaire. Parce que dans l'État, il y a plusieurs branches, plusieurs domaines, mais la branche des branches, c'est la branche sécuritaire. Alors vous allez comprendre que, comme j'ai dit au début, que face à nous, nous avons l'opposition. Mais vous avez pu lire et saisir les discours de l'opposition. Aujourd'hui, quand vous aviez posé la question, j'étais en train de suivre scrupuleusement mon ami. Je l'aime beaucoup, hein, comme étant congolais, puis un frère avec qui nous partageons plusieurs plateaux. Mais il a été dans l'incapacité de pouvoir faire sortir la touche d'orientation. Vous lui avez posé une question pour dire quelle est la proposition que vous pouvez proposer du point de vue sécuritaire. Du début jusqu'à la fin, il a été dans l'incapacité. Il nous a parlé des chiffres, il nous a parlé de Bunagana, il a papoté de gauche, il a papoté de droite. Ouais. Et à la fin, il ira là où il va partir, dire que non, tout un régime à Tshisekedi, entre guillemets. Est-ce on s'acharne à M. Félix Tshisekedi? Est-ce nous voulons les biens de la République? Ou soit nous défendons des individus? Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est la représentation de la RDC. Mais après-demain, ça sera M. Marley. Après M. Marley. Ne travaillons pas dans la dynamique de personnifier. Travaillons dans la dynamique de pouvoir amorcer des orientations pour que cette personnalité morale qu'on appelle la République démocratique du Congo en bénéficie, cher Marley.
lorsqu'il a parlé, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de l'occupation de Bunagana. Il a parlé de M. Skadela, de son enlèvement. Est-ce qu'on l'a enlevé? Non, on ne l'a pas enlevé. Quand on enlève une personne, ça signifie que ce sont des personnes non identifiables. Mais les personnes qui ont pris Skadela, on les connaît. C'est un service de sécurité indéniable, le service de sécurité des renseignements des militaires. Nous les connaissons. Est-ce ça, on va appeler ça enlèvement? Nous sommes ici, je l'ai dit, j'ai diagnostiqué le problème. Nous sommes face à la crise sécuritaire. Cette crise sécuritaire qui a débuté le 2 août 1998, du point de vue global. Alors, cette crise sécuritaire, je suis en train de le redire, chers frères, même un jour par rêve, quand vous serez au pouvoir, vous pouvez admettre cette thèse. C'est que le Congo, je pense que c'est votre partenaire, peut-être d'une manière officieuse, hein, M. Joseph Kabila, par le biais de son père, avait entrepris des relations avec les pays étrangers pour arriver à l'impérium. Il arrive à l'impérium, il va rompre ses alliances. La quintessence de la deuxième guerre du Congo. Il rompt les alliances et il y a eu des pays avec qui ils ont conclu. Ces pays-là, Rwanda, Ouganda, Burundi, étaient sous-traités par d'autres pays internationaux, des blocs capitalistes. Et c'est dans cette dynamique que nous avons navigué depuis le 2 août 1998 jusqu'à nos jours. La multiplicité des groupes rebelles, cette multiplicité est soutenue tant par le Rwanda, par l'Ouganda, que par ses partenaires. C'est pourquoi je l'ai redit. M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, diagnostiquant le mal, a reproduit les mêmes schémas. Nous avons la facilité aujourd'hui, même dans les grands forums internationaux, qu'on parle de la question sécuritaire de la RDC. Ça, c'est un travail de Félix Tshisekedi. Parce qu'en 1999, lorsqu'on signe l'accord de Lusaka, avec les pères de l'insécurité qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, il était dans l'insécurité de pouvoir démontrer à l'Occident, ou de pouvoir faire avaler à l'Occident la thèse de l'agression rwandaise. Nous venons ici, avec du point de vue interne, on applique l'état de siège. L'état de siège qui n'est rien d'autre qu'une disposition qui est constitutionnelle. Alors, dans la dynamique juridique, toutes les dispositions qui relèvent de la Constitution sont impératives. Donc, au cas où, comme étant aussi une alternative militaire, au cas où il y a problème, on doit les mettre en applicabilité. Mais, lorsqu'on met l'état de siège en applicabilité, c'est quoi l'esprit de nos agresseurs? Ils comprennent que si l'état de siège prend forme et prend corps, les pillages illicites ou la zone où le climat d'insécurité ne va plus régner. C'est pourquoi vous avez vu, on a ressuscité les M23. On a attisé ces forces-là pour qu'il y ait insécurité. Les démarches du point de vue externe ont commencé lorsque le M23 a connu sa recrudescence plutôt. Nous avons vu plusieurs sommets, plusieurs gymnastiques diplomatiques. Si il y a eu un cessez-le-feu, c'est sur base des principes diplomatiques. L'affaire des routes de Luanda, il y a une tripartite. Mon frère dit qu'il n'y a eu aucun conseil des ministres sur la situation de Bunagana. Ça, c'est du faux. J'ai donné une c'est du faux. C'est du faux. Non, il ne faut pas dire. C'est du faux. J'ai dit de janvier jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est du faux. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu même des entretiens particuliers ou des réunions particulières avec certains ministres et le Conseil supérieur de la défense sur la question de l'Est et la question de Bunagana. Monsieur Marley, avez-vous lu? Parce que maintenant, on nous a mis dans les bains à chaque fois qu'il y a Conseil des ministres dans les différents forums. Moi et lui, nous sommes dans les différents forums politiques. On vous envoie les contenus on fait les rapports des conseils des les comptes rendus, merci, les comptes rendus des conseils des ministres. Je pense que M. Marley ne lit pas. La question sécuritaire, surtout la question de l'Est,
a été toujours l'épine dorsale de plusieurs conseils des ministres. Mais M. Marley a refusé cela. C'est pourquoi je vous ai dit ici, nous sommes face à des personnes qui aujourd'hui la République démocratique du Congo, l'avenir de la République démocratique du Congo, ne leur dit rien. Je pense que vous allez lui passer la parole. Il va vilipender le régime Tshisekedi. Il va vilipender les efforts parce que M. Félix Tshisekedi, en 4 ans, il est le seul président, depuis que cette guerre a commencé, à entreprendre plusieurs mécanismes sécuritaires. C'est le seul. Nous avons connu, cette guerre a transité 3 présidents. Mouzé, Joseph Kabila, on arrive à Félix Tshisekedi. Mais parmi les mécanismes sécuritaires pour la pacification de l'Est, qui a plus mis en œuvre ces mécanismes-là, on vous dira que seulement c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes dans un contexte où on doit parler Tour de Babel. Vous savez, l'histoire de Tour de Babel dans la Bible, c'est que les gens parlaient une même langue. Les personnes parlaient une même langue. Et Dieu a vu que, oui, je vais finir, Dieu a vu que ces personnes-là étaient unies et fortes. Nous sommes dans un contexte très difficile, très particulier. C'est que nous sommes agressés. Cette agression-là provient de l'extérieur et sous-traitée. Pourquoi pas avoir un langage commun? Pourquoi pas aujourd'hui apporter des orientations? Parce que si, quelle est cette joie? C'est qu'on nous arrache des territoires où on nous fait la guerre et que, parce que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Mais demain après-demain, si vous arrivez à l'impérium, ou soit vous gérez la nation, vous allez rencontrer ce tel problème. L'heure n'est pas au discours pamphlétaire, l'heure est à l'unisson et il faudrait penser république, il faudrait penser à éradiquer ces membres. Merci beaucoup, Diomaye. Merlin, je pense que vous direz aussi votre conclusion directement. Vous avez suivi Diomaye, il a épinglé un aspect très important aujourd'hui. Nous sommes agressés par le Rwanda, tout le monde le sait, le pouvoir le dit régulièrement ici. Pourquoi ne pas avoir une position commune? Pourquoi l'opposition ne peut-elle pas s'aligner derrière le chef de l'État pour justement combattre cette question du M23? Nous ne sommes pas agressés parce que le gouvernement dit que le M23 est une supplétive. C'est quand même une question. Non. C'est quand même il faut être clair. Oui, Patrick Mouya l'a dit, le M23 est une supplétive du Rwanda. Il ne dit pas que le Rwanda nous agresse. Ça, c'est un des deux. Nous ne sommes pas en guerre. Parce que nullement le Tshisekedi a déclaré l'état de guerre ici. Conformément à l'article 86 de la Constitution, qu'on nous montre l'ordonnance déclarant l'état de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Parce que notre conscience voudrait que le régime ici choisi par nous, pour que nous affirmons que nous sommes en guerre, c'est un régime déclaratif. L'article 86 de la Constitution est clair. Il dit ceci: le président de la République déclare la guerre. Où est-ce que le président a déclaré la guerre? Donc tu sais qu'il sait que nous ne sommes pas en guerre. C'est toi, dans ton imaginaire, tu sais que nous sommes en guerre. Félix ne le sait pas. Ah, je me pose la question, soit c'est vous qui êtes le président ou c'est lui. Sinon, vous allez me brandir l'ordonnance déclarant la guerre, signée par lui. De l'autre côté, j'attends beaucoup de choses. Il dit conseil des ministres, lui il dit Félix a eu des réunions particulières. Non, ils ne sont pas du conseil des ministres. Là où les choses, les questions de la République sont débattues officiellement. Le conseil des ministres. Attends. Ne venez pas. C'est officiellement. Je crois que j'étais silencieux. Officiellement. Tu as dit que vous êtes républicain. Un républicain, c'est un démocrate, entre guillemets. Faites foi au texte. Il y a des organes habilités. Ce qui est officiel, ça dit, ça apparente aux mafieux. Ça apparente aux mafieux. Sur le pouvoir, dans des voies officielles, je veux que vous puissiez prouver ici que cette question de Bounagan a été débattue officiellement. Moi, je vous cite l'Assemblée nationale est une voie officielle. Le Conseil des ministres, vous m'amenez. Bon, cette voie officielle, c'était quand et où? Et le Conseil non, mais j'ai dit. Quand j'ai dit. Mais laisse-moi avancer. Tu me déranges. On fait allusion au Conseil supérieur de la défense. Monsieur, calmez-vous. J'ai dit le voie au pluriel. Je suis d'abord au Conseil des ministres. Vous êtes mal à l'aise pourquoi? J'ai dit le voie.
D'abord, dans les conseils des ministres. Le conseil des ministres, c'est l'une de voix officielle où le ministre de la Défense pose la question et les autres portent les idées. Il y a un débat général sur la question sécuritaire. Avez-vous déjà lu, vous avez dit le conseil des ministres, c'était le 40e conseil des ministres. Et le conseil supérieur de la défense, vous parlez de la question sécuritaire. Et le conseil supérieur de la défense. Mais moi, il parle de voix officielle. Lorsqu'il parle du conseil des ministres, moi je lui rétorque et le conseil supérieur de la défense. Dans l'article 86 que vous aviez lu. Vous comprenez que c'est dans ces désordres ici que la République est gérée. Ils sont de la majorité. C'est comme ça qu'ils se comportent partout, même dans les grandes questions de la République. Tu as parlé, j'étais tranquille, j'ai noté. Le conseil supérieur de la défense donne son avis technique. Ce sont des techniciens. On peut débattre là-bas, mais la question débattue au Conseil supérieur de la défense doit être débattue encore au Conseil des ministres pour avis et délibération, pour que ça puisse avoir des soubassements légaux, ordonnances ou arrêtés. Voilà encore. Donc, le Conseil supérieur de la défense décide par quelle voie? Décide par quelle voie? Quel est le document officiel qui permet au Conseil supérieur de la défense de décider sur ce qui doit être fait? J'attends la réponse, vous êtes politologue, donc vous allez me donner les documents officiels à voir. On peut débattre, on peut organiser des réunions du Conseil supérieur de la défense, mais au finish, on doit prendre cette question et l'amener au Conseil des ministres. Parce qu'il y a un responsable politique de la défense nationale. Il y en a deux au sein du gouvernement. Le président de la République et le ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. Ça aussi, vous ne savez pas. Il dit que Bunagana, c'est l'autre qui est le chef du territoire là-bas. Félix vient de nommer au niveau du territorial. Il a nommé qui à Rutshuru. Qui est le chef de la localité de Bunagana? Qui est le chef? Qui dirige là-bas? Vous dites Goma? Non. Allez-y, la ville de Goma n'est pas tombée parce que le peuple s'était levé. De l'ouest, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous devez être malheureux. Vous avez coupé l'élan patriotique de tout un peuple. Il y avait des masses soutenant les FARDC, disant non aux forces régionales à la MONUSCO. Vous avez décidé par la voix du ministre de l'Intérieur disant que personne n'a le droit encore, surtout de porter des habits de Pentagone. Vous parlez des questions que vous ne maîtrisez pas. Allez-y. La lettre, elle est là. Je ne suis pas responsable de votre désinformation. Allez-y à la conclusion. Non, merci. Il dit, moi je fais foi aux questions Salomon. Non, il y a des gens dans tout pays du monde. Lorsqu'on interprète Donald Trump, ça fait question de société dans les États-Unis. Il y a des personnalités comme ça. Quand vous arrêtez Boucher Kaboui, c'est un débat. C'est comme ça. Vous touchez à Augustin Kaboui, c'était chef du parti, ça va faire un débat. Non, attends. Pourquoi vous ne parlez pas? Je vous ai suivi dans l'image en train de pleurer ces jours-là. On ne fait pas pleurer où? Oui. Après les marches, non? Donc vous êtes dans la joie lorsque les gens sont tombés. Non, je ne suis pas dans la joie. Voilà une patience encore. Je ne sais pas qui faut parler pour votre cause que parler des. Moi je ne parle pas de moi-même. Moi je ne parle pas de moi-même. Je n'ai pas cette habitude. Je parle seulement des polices et des Salomon. Vous parlez seulement des Calons et des Moïse. S'il vous plaît. J'accepte d'être sous-traité mais dans la vérité. Que d'être sous-traité. Ah laisse-moi. Que d'être sous-traité dans la malhonnêteté et dans le perte d'intelligence. Moi j'accepte. Parce que ce que je fais, je vous ai de balancer les chiffres. Séni ici, quand lui il a parlé de Kagame sur le point électoral. Personne ne m'a rencontré ici. Merci Merlin. Non, je n'ai pas fini mon déranger. Il parle d'enlèvement, messieurs. L'enlèvement en droit est défini comme l'écartement du procédé. C'est-à-dire on peut m'enlever par des services lorsque la procédure n'est pas respectée. Va consulter les juristes. Ne venez pas comme si vous êtes un tonneau plein. Moi, tel que je suis là, on me prend ici par la police, sans document, sans quoi. Parce que cet homme-là est en tenue de la police, vous dites que je suis arrêté. C'est ça, selon vous, l'arrestation. Non, je suis sur Avenue Kabinda ici, on me prend par un gars en tenue de la police, vous dites que je suis arrêté sans document, sans quoi.
On prend un honorable député cagoulé devant sa parcelle, son enfant braqué. Vous dites qu'il a été arrêté. Pitié pour vous. Je réponds directement, rapidement. Moi, j'ai dit ceci. Nous pensons ceci. Que la sous-traitance de la sécurité ne va jamais résoudre les problèmes. J'étais une fois avec vous chez Nononcourt à Saint-Meltin. Je vous avais dit, la surmilitarisation d'un État ne résout pas les problèmes. Museveni vous avait dit, lorsqu'un État cherche des militaires ailleurs, cet État souffre du sida politique. En fait, vous avez jeté l'opprobre à la République. Je vous donne les chiffres, nous débattons sur une question sécuritaire. Je vous dis, au lieu d'avoir honte, 120 millions décaissés par l'État congolais. Pour organiser l'état de siège dans 2 provinces, seuls 20% s'est retrouvé dans 2 provinces. Vous ne répondez pas. Je vous dis, vous avez bien dit, Samalouko n'est pas expert militaire. Comment est-ce qu'il a pris le courage d'aller acheter des drones de sécurité et il nous ramène des drones de filmage? Je cite son nom, c'est une autorité. Si j'ai mal, il est là, il peut saisir. Merci. Non, en fait ici, allez-y, sur le plan sécuritaire, pouvez-vous, et ils sont du pouvoir, ils ne peuvent pas débattre de la même manière que nous. Vous pouvez nous donner, parce que vous êtes de la majorité, pouvez nous donner une date exacte, précise, avec précision, la dernière opération menée par l'IPDF et le FARDC dans le cadre de mutualisation des forces. Merci Merlin. Alors, l'émission est terminée. On est à la fin. Non, ils ne vont pas répondre. Ils vont répondre certainement. Calme-vous. L'émission est terminée. On est à la fin de cette émission. Je vous donnerai une parole certainement. Je vous donnerai 1 minute à chacun pour faire une conclusion définitive pour qu'on puisse de façon à clôturer l'émission. Je commence par vous, Symphorien Kayembe. Ok. Ne prenez pas beaucoup de temps. Vous avez 1 minute. D'accord. Je vais un peu le faire de manière ramassée. Je retiens les derniers mots de mon frère Merlin qui dit que Museveni nous a dit tout ça, tout ça. Je ne sais pas s'il avait aussi suivi les reportages ou l'interview de Museveni qui dit, il était en Afrique du Sud, il dit, j'ai conseillé au gouvernement congolais de former des milices. C'est ce que vous encouragez? Je me pose la question. Les images sont là. Museveni a dit, j'ai conseillé des milices, s'il vous plaît, c'est formé par le gouvernement. Non, ce n'est pas ça. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas suivre les conseils de Museveni. Vous avez suivi Museveni. Il était devant le président sud-africain. Il affirme, il dit, j'ai conseillé au président de la République et son gouvernement. Pour mettre fin à cette guerre, il faut former une milice. Donc, pour faire face au M23, il faut former une milice. Maintenant, vous me dites aujourd'hui que non, Museveni, c'est une référence en matière de... Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ça cause des accords signés entre guillemets des héros nationaux que nous célébrons tous les 17. Je ne reviens pas sur ça. Par rapport au processus électoral, il faut... Non, on ne parle pas du processus électoral, on parle... Parce qu'il a évoqué ça. Tu n'as pas de chiffres, va d'abord chercher. Non, ce n'est pas... Je serai obligé. Vous allez mourir un jour sur un plateau, va d'abord chercher les chiffres. D'accord. Vous ne voulez pas que... Parce que lui a évoqué les problèmes du processus électoral. On parle du M23. On parle de Bunagana précisément. Allez-y, concluez. Je suis en train de conclure. Merci. Merci de l'avoir sauvé. Parce que aujourd'hui, nous sommes sur une ligne. Vous voyez, il dit, moi je n'ai pas évoqué la négociation entre les gouvernements congolais avec les groupes armés aujourd'hui qui est le M23. J'ai évoqué des négociations entre les États qui facilitent la médiation entre les M23. Merci. Je cite l'Angola et d'autres États sont en train de travailler par rapport à ça. Ils parlent de déclaration de la guerre. Il y a des procédures pour déclarer une guerre. Ce n'est pas le matin parce que c'est prévu dans la Constitution. S'il vous plaît. Arrêtez les on ne se réveille pas les matins comme ça, sans brosser les dents et on dit je dois proclamer la guerre. On ne proclame pas la guerre comme ça. On ne proclame pas. Quels sont les procédures? Je pense que vous avez lu la Constitution. Mais toi, tu l'invoques sans lire. Non? Voilà encore. Mais je me réfère à ce que vous avez lu. Vous avez lu les articles de la Constitution. Donc c'est la première fois de ta vie d'avoir la Constitution. Non, ce n'est pas la première fois. Je vous arrache la parole. Joe Mayele, votre conclusion. Bon, moi je pense que j'ai fait un constat dans le plateau, c'est que
nous avons eu des présentateurs. Comment ça? Si nous avons eu des présentateurs, monsieur Merlin a dit à la fin, ils doivent répondre. Donc, il y a Parce que je sais que vous n'allez pas répondre. Non, non, mon cher frère. Nous venons dans un plateau qu'on appelle OMSA Télévision. Il y a un présentateur, c'est lui qui mène la police du débat, c'est lui qui nous donne la parole. Donc, par éthique et déontologie du débat, il faudrait que nous puissions vous respecter. Merlin dit que lui, il doit nous poser des questions. Donc, je comprends qu'il en a assez de faire l'opposition et il veut devenir journaliste. Merci beaucoup. Ah, comme vous avez créé les autres. Moi, voilà. J'ai compris. Il faut aussi avoir du succès comme ces messieurs qu'il a cité les noms. Les messieurs que vous venez de mon métier. Il a cité les noms d'un monsieur. Il a cité les noms des messieurs. Il a cité les noms. Alors, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est il a fouillé l'infirmier. Papa. Concluez rapidement. C'est ce que nous sommes ici. Nous faisons quoi? Je vous ai dit, nous travaillons sur deux niveaux. Je prends seulement une seule chose. L'appareil militaire. Il faut faire un état de lieu de l'appareil militaire, de hier et aujourd'hui. L'appareil militaire, aujourd'hui en RDC, est en train de connaître son cycle d'homogénéité. Ça signifie quoi? Nous sommes en train de former un appareil militaire qui doit être uniforme. Parce que dans leur thèse de pouvoir faire la guerre, parce que la voie de la guerre, c'est une voie qui est idéaliste. Non? Il y a une guerre qui est officieuse et une guerre qui est officielle. La guerre devient officielle lorsqu'on applique l'article 86. Mais officieusement, sans que nous déclarons, cette guerre existait déjà depuis le 2 août 1998. Nous étions déjà en guerre. Seulement la déclaration pour affirmer légalement cette guerre. Alors, nous sommes en train de former cette armée. Vous avez vu, moi et vous. Je pense que M. Merlin regarde la télé. Si vous ne regardez pas la télé, vous êtes dans les réseaux sociaux. Les présidents étaient à mais les réseaux sociaux, ce n'est pas une malédiction. Oh. Moi, je n'ai pas. Oui, je l'accepte. Que c'est une malédiction. Oui, je l'accepte. Mais je suis le pas de notre président de la exactement, pas de soucis. Exactement. Même les présidents des États-Unis utilisent les réseaux sociaux. Même les présidents des États-Unis utilisent les réseaux sociaux. Alors, je pense que, non, s'il vous plaît, non, il ne faut pas nous arracher là-bas. Je pense que nous sommes dans la dimension de la réforme de notre armée et aujourd'hui, nous avançons. Merci. Nous avançons avec cette réforme de l'armée. Lui, il dit que nous sous-traitons notre sécurité. On ne sous-traite pas la sécurité, mais on fait recours au diagnostic, au mal du début. Le mal du début a été dualiste, interne comme externe. Merlin, vous avez 1 minute pour conclure et pouvoir clôturer l'émission. La sous-traitance de l'armée, c'est appelé d'autres armées. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes maîtres de notre sécurité? Nous n'appelons pas d'autres. Faire appel ne suffit pas la sous-traitance. Il y a la force régionale, il y a la MONUSCO, il y a l'armée ougandaise est ici doublement. C'est ça, c'est que l'armée ougandaise est ici. C'est ça la dans les cas de la sous-traitance. Mais mon cher ami, lorsque les M23 quittaient des zones conquises par lui, il laissait ces zones à qui? À l'État congolais ou aux forces régionales? Réponse, force régionale. C'est pas ça la sous-traitance. Moi j'ai compris. J'ai compris, je réponds pas. Je vous réponds pas. Ça n'a pas été respecté parce que les M23 à ce moment-ci. Ah, c'est là. La feuille de route de. Attends, je réponds. Moi je vais être poli pour vous répondre. La feuille de route de Rwanda voudrait que les M23 soient cantonnés à Sabino, au parc de Virunga. Est-ce qu'ils sont déjà à Sabino? J'ai conclu en disant ceci. Nous peuplerons ton sol, nous asserrons ta grandeur. Ça, c'est le serment de liberté que nous allons léguer à nos générations futures. Merci de blaguer avec la République. Mais nous allons léguer une République saine et propre à nous. Avec quelle vision? Merci beaucoup. Quelle est votre vision que vous proposez par rapport à s'il vous plaît, quand il dit nous c'est qui? Mais lui national je comprends. Même les Congolais, vous ne connaissez pas. Les velléités du pouvoir de M. Marlin, je comprends. Je comprends. Si tu n'es pas dans les nous là, c'est pas mon problème. Moi j'ai dit, mais peuplerons ton sol. Je vous arrache la parole. Et nous assurerons ta grandeur. Merci à vous. Avec Bounagana aussi. Il faudra avoir honte. Lorsqu'on parle de sécurité, il y a divergence. Il faudra avoir honte de l'opposition. Il faudra avoir honte. Problème technique de coupure, mais excusez-nous. Je crois qu'on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci principalement au directeur technique qui a assuré la réalisation. Merci à notre caméraman Sissa.